Comme disait cette jeune fille, j'ai aussi publié pas mal de textes dans des revues de vulgarisation scientifique, que je vous incite vivement à lire. Ça peut commencer à partir de Science et Vie, par exemple, Science et Avenir. J'ai écrit jamais dans Science et Vie, dans Science et Avenir quelques textes, plus souvent dans Pour la Science, qui est un peu plus haut niveau, on va dire, mais qui est étonnamment lisible par des élèves de première scientifique sans problème, par les élèves de seconde aussi, mais pas tout. Moi, j'ai commencé à lire Pour la Science quand j'étais en troisième. Ça remonte à un certain nombre d'années maintenant, et je comprenais à peu près rien dedans. Donc si vous le lisez, vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, mais il y a des choses intéressantes et vous pouvez comprendre même en seconde. Je pense que le niveau a beaucoup changé depuis quelques années. Vous pouvez lire la recherche aussi. Je vous incite vivement à lire si vous vous intéressez à la science, à lire de la science. C'est quand vous aimez le football, vous lisez du football. Bon, quand vous aimez du théâtre, vous lisez des revues de théâtre, vous allez au théâtre. Quand vous aimez le cinéma, vous lisez des revues de cinéma. Si vous aimez la science, ou certains d'entre vous aiment la science, ou pratiquent la science à l'école, évidemment à l'école parce que vous avez les cours de sciences, mais au-delà de l'école, lisez de la science. Ça, c'est vraiment un point important. Pas que ce que j'écris, moi j'en écris un peu, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup d'autres qui en écrivent. Et donc, voilà, j'ai écrit pas mal de textes de science, mais en fait ma profession c'est pas écrire des textes de science, c'est comme je l'ai indiqué là, c'est astrophysicien. Enfin non, c'est pas indiqué, c'est indiqué mais implicitement, parce qu'au service d'astrophysique, je travaille au service d'astrophysique du CEA de Saclay, au commissariat à l'énergie atomique, qui s'est renommé récemment commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, avec un subtil jeu de mots sur le EA, qui est devenu une autre chose que l'énergie atomique, et à Saclay, c'est-à-dire dans l'Essonne, dans le 30 km au sud de Paris, à peu près d'ici, 30 km d'ici, 35 km. Et là-bas, il y a un département qui s'appelle la direction des sciences de la matière, dans lequel on fait de la recherche fondamentale. Au CEA, donc au commissariat à l'énergie atomique, on ne fait pas que de la recherche sur l'énergie nucléaire, on devrait dire énergie nucléaire plutôt qu'énergie atomique. On fait aussi de la recherche fondamentale en sciences du vivant. Il y a une direction qui s'appelle la direction des sciences du vivant, et il y a une direction des sciences de la matière qui travaille sur la matière condensée, les solides, les liquides, qui travaille sur l'astrophysique, qui travaille aussi sur la physique nucléaire, physique des particules, physique théorique, et puis il y a aussi deux services qui s'occupent de la réalisation des objets techniques qui sont nécessaires pour les expériences soit spatiales, les observations spatiales en astrophysique, soit pour les expériences de physique. Vous avez certainement entendu parler du Large Hadron Collider, le LHC à Genève. La DSM, les équipes de la DSM ont très largement contribué à la réalisation du LHC et à la conception des 4 grosses expériences qui sont au LHC. Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui de ce qui m'intéresse moi beaucoup. D'abord la science, évidemment, et puis quand j'avais votre âge, même un peu plus jeune, depuis j'ai en fait 12-13 ans à peu près, j'ai commencé à lire de la science-fiction. Mon père était un très grand lecteur de science-fiction, très gros lecteur de science-fiction, et donc j'en ai lu beaucoup. Je dois avoir maintenant, ma bibliothèque doit faire peut-être plus de 3000 livres de science-fiction, que j'ai tous lus, dont je ne sais pas tout en tête, hein, évidemment. Et puis, il y a une chose que vous connaissez peut-être plus, c'est les cinémas de science-fiction, bien sûr, qui a un grand succès. Et vous avez peut-être tous vu, ou peut-être pas tous, mais probablement tous vu Avatar. C'est aussi pour ça que j'utilise le cinéma, parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, plus populaire, mieux connu que la littérature de science-fiction au sens littérature écrite. Et puis, cinéma qui parfois produit, comme on dit, des blockbusters, donc des films qui ont un succès si considérable qu'à peu près tout le monde dans la salle l'a vu. Donc maintenant, si les gens qui n'ont pas vu Avatar, ça pose aucun problème. Il n'y a aucune nécessité d'avoir ce film, d'abord qui n'est pas très bon. Je ne choisis pas les films en fonction de leur qualité, au sens du scénario. Le scénario, c'est il y a les bons et les gentils, les bons et les méchants, et à la fin, les bons gagnent. Hein, c'est ça le résumé, je me dis si je me trompe. Hein, c'est toujours un peu ça. Bon, c'est un scénario qui est très simpliste. Si quand vous êtes petit, vous avez vu Pocahontas, c'est le même scénario. D'accord ? C'est le même. Il y a la gentille étrangère, le gentil étranger et la gentille exotique, ils tombent amoureux, et puis il y a les méchants qui viennent taper, embêter le monde, et à la fin ils gagnent. Bon, c'est vraiment un scénario extrêmement superficiel. En revanche, dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un très grand succès, ce qui permet d'en parler en connaissance de cause, c'est-à-dire que tout le monde, si je dis Pandora, ceux qui ont vu le film savent de quoi il est question de cet astre qui est là, sur l'image, qui est cette planète, en fait on va voir que c'est pas une planète. Si je dis les Na'vi, ceux qui ont vu le film savent tout de suite de quoi il est question, ce sont ces extraterrestres bleus, je traduis pour ceux qui n'ont pas vu le film, etc. Donc on a tous tout de suite, quand je dis certains mots de film Avatar, on a tous tout de suite en tête des images communes, ce qui moi me permet d'en partir pour discuter après de ce qui m'intéresse, c'est la science qu'on voit dans Avatar, parce que comme c'est un film de science-fiction, on va voir aussi beaucoup d'éléments techniques, à commencer par exemple par ce vaisseau, on n'en voit qu'un tout petit bout ici, ce vaisseau interstellaire qui a permis d'aller de la Terre à Pandora. On voit des tas d'objets techniques et des tas de situations, qui relèvent de la science, de la physique, de l'astronomie, de l'astrophysique, qui relèvent de la physique, qui relèvent aussi de la biologie.
Et c'est ça ce que je vais faire dans cette conférence. Je vais vous montrer que ces éléments qu'on voit dans le film, ces éléments scientifiques qu'on voit dans le film, je vais en prendre certains, je n'en prends pas tous. Si je les prends tous, j'ai une conférence qui dure plus de 3 heures, je pense, sans arrêter, en parlant tout le temps. Donc je vais plutôt prendre des éléments qui me paraissent pertinents pour vous, intéressants, un peu de toutes ces disciplines, de l'astronomie, de la physique, de la biologie, et puis on va en discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ces choses qu'on nous montre sont plausibles ou pas? On va voir que souvent elles le sont. Elles sont assez plausibles. Parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Parfois, une fois ou deux, ça sera faux. Je vais plutôt parler des choses plausibles ou choses réalistes parce que ce sont les plus intéressantes à mon sens. Parce que quand elles sont plausibles ou réalistes, alors je peux les analyser avec la physique, la chimie, la biologie, bref, les sciences terrestres, les sciences d'ici et maintenant, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le film. En me faisant une hypothèse, qui est une hypothèse très forte, c'est que les images qu'on voit, ce ne sont pas les images d'un film, ce sont les images, par exemple, d'un documentaire, d'une réalité qui a été filmée et qui m'est rapportée, et à partir de laquelle, à partir de ces images, à partir de ce film, je vais essayer de reconstruire des éléments du film qui ne me sont pas donnés. Par exemple, une question à laquelle on va essayer de répondre, c'est voici Pandora. Quelle est sa taille? Voilà. Vous avez le film, vous avez une copie, une calculatrice, un crayon et 2 heures. Question, quelle est la taille de Pandora? Voilà. D'accord? Donc c'est une question à laquelle on peut répondre, à laquelle on va répondre. Je vais vous élaborer le raisonnement, on ne va pas voir tous les détails de calcul, on n'est pas là non plus pour se prendre le chou, mais on va essayer de comprendre comment on peut mener une enquête scientifique sur le monde d'Avatar à partir de ce qu'on en voit, et du coup, de ce qu'on en voit, bien sûr, c'est le premier élément, mais aussi de la physique d'ici et maintenant. La physique qu'on a comprise sur Terre, élaborée sur Terre. Cette position-là, elle est extrêmement intéressante, c'est-à-dire vous allez mélanger à la fois des choses qui vous sont inaccessibles. Là, bien sûr, vous n'êtes pas dupes, ceci sont des images de synthèse, tout ceci vient de l'imagination, disons, de Cameron, enfin en tout cas des gens qui ont conçu le scénario, qui ont conçu le film. Ce n'est pas une planète réelle. Ils ont essayé de la faire réaliste grâce à leurs images de synthèse qui sont assez souvent spectaculaires. Mais prenons ça comme une réalité, sachant la physique qu'il y a ici et maintenant, est-ce que je peux tirer de l'information? Comment font les astrophysiciens pour savoir ce qui se passe dans l'univers? Ils observent le ciel avec des télescopes, soit des télescopes terrestres, soit des télescopes dans l'espace. Ils observent le ciel avec leurs yeux, ça c'est il y a longtemps, maintenant avec des caméras électroniques. Les caméras électroniques sont sensibles à la lumière visible, celle qu'on voit avec nos yeux, mais aussi des lumières invisibles à nos yeux, comme l'infrarouge, l'ultraviolet, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma, bref. Toute la gamme des ondes électromagnétiques, toutes les gammes lumineuses, et à partir de ce que l'on voit du ciel, sans pouvoir y aller, sans pouvoir les toucher, sans pouvoir les reproduire en laboratoire sur Terre, à partir de ce qu'on voit du ciel et de la physique de la Terre, on essaie de reconstruire un scénario qui vous explique comment les étoiles évoluent, comment les étoiles se forment, comment elles meurent, comment les galaxies se forment, comment l'univers évolue, et toutes les choses que les astrophysiciens vous racontent. Donc on a une position qui est très exactement celle d'un astrophysicien. C'est peut-être pas un hasard que parmi tous les gens qui s'occupent de diffuser les sciences auprès du grand public et particulièrement auprès des jeunes étudiants comme vous, ça soit un astrophysicien qui ait fait ce travail de prendre ces images de films pour reconstruire la réalité qui se cache derrière, en supposant que c'est bien une réalité qu'on nous montre et pas évidemment quelque chose de complètement imaginaire et loufoque. C'est pour ça que je prendrai les images et les éléments d'Avatar les plus plausibles. Il y a des tas d'éléments dans Avatar qui sont faux, et même rédhibitoirement faux ou impossibles, pour des raisons presque évidentes à chaque fois, enfin très faciles à chaque fois. Ce n'est pas cela que je détaillerai. Autrement dit, je ne vais pas me livrer à une charge contre Avatar en disant « ce film est nul parce que la physique y est nulle », ou la science y est nulle. Il y a des éléments de science qui y sont nuls, il y a des éléments de science qui sont bien, et ce film n'est pas bon parce que le scénario n'est pas bon, à mon avis, mais je me livrerai au contraire à ce film-là, à essayer de le magnifier, de le remonter en disant prenons les éléments qui sont pertinents et essayons de mener une enquête scientifique pour mieux comprendre ce monde qu'on nous montre et pour surtout apprendre de la science, à la fois dans les connaissances scientifiques, mais aussi une chose qui est très importante dans la pratique scientifique. Qu'est-ce qui fait la différence dans le travail entre un scientifique et un poète, entre un scientifique et un historien ou un géographe, entre un scientifique et un auteur? Quelle est la différence fondamentale? Eh bien, il y a des choses qui particularisent le travail scientifique, et ce n'est pas sa qualité ou son exaltation spirituelle, c'est la pratique de la chose, et on va la voir au fil de l'eau. Alors, sur une image comme celle-ci, on peut déjà se livrer à une enquête. Pourquoi la planète qui est derrière s'appelle Polyphème? Une raison. N'importe quelle raison, tant qu'elle est défendable, tant que vous pouvez la défendre. Vous voyez, ça c'est un objet qui est une planète qui est en orbite autour de l'étoile Alpha du Centaure, qui est une étoile qui existe réellement.
En fait, Alpha du Centaure, c'est une étoile double. Il y a Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure B, deux étoiles qui tournent. On pourrait dire, on serait tenté de dire l'une autour de l'autre. C'est pas une phrase très juste. Elles tournent l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun. Quelque part entre les deux étoiles, il y a leur centre de gravité. Elles tournent toutes les deux autour de ce point-là. Et Polyphème tourne autour d'Alpha du Centaure A. Nous dit-on dans le film. Ça, ce sont des choses que je répercute du film. Pourquoi elle s'appelle Polyphème, à votre avis? N'importe quelle raison est bonne. Il faut pour la défendre, c'est tout. Alors dites-moi, même, dites que quelqu'un parle un peu fort, si personne va entendre. Polyphème? Polyphème. Plusieurs phèmes. Je sais pas, Polyphème, ça vous dit rien? Les profs de français dans la salle vont être désolés. Les profs d'histoire géo eux-mêmes sont consternés. Polyphème, c'est un cyclope. C'est le cyclope d'Ulysse. Bon, alors maintenant, Polyphème, c'est un cyclope. Les cyclopes, c'est des machins avec un seul œil au milieu du front. Bon, c'est pas de la science, mais enfin, on va parler de l'analyse de film. Alors, on peut parler de plein de choses. Moi, je vais plutôt garder la science après. Regardez ce truc-là. Ce gros bazar-là. Cette grande tache-là, cette espèce de grand tourbillon. C'est comme s'il y avait un gros œil sur la planète, quoi. Ça fait ça. Bon, alors on l'appelle Polyphème, pourquoi pas? C'est pas idiot. Hein? Alors maintenant, ça c'est le vaisseau, ça c'est la planète. Alors dans le film, ils disent la planète Pandora, là où se passe l'aventure. Est-ce que c'est une planète, cette chose-là? C'est quoi? C'est un satellite, exactement. C'est un satellite, c'est-à-dire un objet qui tourne autour d'une planète. Une planète, c'est un objet, définition 2006, un objet sphérique qui tourne autour d'une étoile et, pour faire simple, qui a fait le ménage autour d'elle. Autrement dit, il n'y a pas tout un tas de petits débris autour d'elle. La Terre est une planète, elle est sphérique, elle tourne autour d'une étoile, le Soleil, et elle a fait le ménage autour d'elle, il n'y a à peu près rien autour d'elle, elle est toute seule sur sa trajectoire. La Lune n'est pas une planète, la Lune est un satellite, Pandora est un satellite de Polyphème. Alors je dirais peut-être la planète Pandora, sauf que n'empêche, c'est un satellite. Et ça, c'est quoi? Alors, c'est quoi? C'est le satellite d'un satellite. Première proposition. Autre proposition. Un astéroïde. Donc ceci est un astéroïde. Deuxième proposition. Chut, jeune fille. Un autre satellite de Polyphème. Troisième proposition. Quatrième proposition, c'est l'ombre. Mais de quoi? De celui qui est là. Voilà. Donc parmi ces quatre propositions, celle qui est clairement la bonne proposition, c'est la numéro 4. Ceci est l'ombre de cela. D'accord? Cette question, je l'ai posée à des classes de CM2, sans vouloir vous décevoir. J'ai aussi eu les 4 propositions. D'accord? Donc vous voyez, en seconde, en première, on peut dire aussi des bêtises. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas de dire des bêtises en science. C'est de dire 2 fois la même bêtise. D'accord? La première fois, ok, on n'a pas compris l'idée. Mais après, on ne dit pas 2 fois la même. Après, parce qu'on a compris. Ok? Donc la première fois, c'est pas grave. Donc ceci est l'ombre de cela. Ça, c'est un autre satellite de Polyphème, probablement. Où est le Soleil? Où est la source de lumière? Voilà, on aligne l'ombre et la planète, et quelque part par là. Bon. Alors remarquez une chose, c'est que si j'aligne l'ombre et la planète, ça a l'air d'être par là. Bon, mais si je regarde maintenant, regardez le Terminateur, la limite entre l'ombre et la lumière sur Pandora, on a l'impression que c'est plutôt par là. Entre par là et par là, bon. Il y a une incohérence, alors il y a 2 niveaux de décision, soit on dit qu'il y a une incohérence dans l'image, ce qui peut être possible, là probablement, peut y avoir 2 soleils, mais le deuxième soleil, c'est son orbite autour d'Alpha du Centaure, c'est une possibilité. Le deuxième soleil est quand même beaucoup plus lointain que le premier, et doit porter une ombre moins intense. Donc du coup, la proposition que je fais, mais je n'ai pas été vérifié, c'est que là, dans ce film-là, vu les millions de dollars, 350 millions de dollars, je crois, le film, ils ont probablement fait ces images de synthèse en 3 dimensions, et positionné leur caméra à l'endroit où ils voulaient pour que ce soit chouette. Et donc le problème, c'est que quand on prend une image et qu'on la projette, il y a des effets de perspective. Tout le monde sait, quand on veut dessiner, mettre à plat un paysage, si on veut rendre la perspective, il faut tricher un peu. Il faut choisir un point de fuite et puis envoyer toutes les lignes vers ce point de fuite pour donner l'impression d'une perspective. On triche un peu avec les réalités pour montrer quelque chose qui ressemble à la réalité. Donc là, je pense que c'est un effet de projection, mais vous voyez qu'on a 2 éléments sur cette image pour déterminer la direction de la source de lumière. Et ils ne sont pas cohérents. D'accord? Ce serait une image dessinée par un publicitaire, j'aurais dit sans hésiter, c'est un guignol qui n'a rien compris à la physique. Là, je pense qu'ils ont fait des belles images de synthèse, ça peut être des guignols en sciences aussi, mais ils ont fait des belles images de synthèse. En même temps, ils ne se cassent pas beaucoup la tête. Regardez cette planète Polyphème qui est derrière, donc il y a ce gros tourbillon. Maintenant, regardez ça. Ça, c'est la planète Jupiter, la vraie planète Jupiter, une vraie photo de la planète Jupiter. Voilà un satellite qui s'appelle Io, voilà l'ombre de Io, et voilà la grande tache rouge de Jupiter.
Alors j'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé, je ne suis pas assez bon. Vous prenez Jupiter, vous prenez Photoshop, vous peignez Jupiter en bleu, vous avez Polyphème. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas croire qu'ils aient fait autre chose. Quand vous regardez Polyphème, ils ont peint Jupiter en bleu. Ils ont mimé la tache rouge de Jupiter, on peint en bleu pour faire, je ne sais pas quoi, un effet un peu rigolo. Pourquoi elle ne serait pas bleue? Il n'y a pas de raison. La planète Uranus et la planète Neptune ont un aspect bleuté quand on les regarde depuis l'espace, un aspect bleuté, alors que Jupiter, vous voyez, c'est un peu marron, il y a des blancs, il y a des marrons, des rouges. On l'appelle la grande tache rouge de Jupiter, découverte en 1610 par Galilée. Et donc, vous voyez qu'ils ne se sont pas cassés la tête, ils ont pris Jupiter. On nous dit dans le film que Polyphème a la taille de Saturne, de la planète Saturne, sans ses grands anneaux. La taille de Saturne, ça veut dire que son diamètre, son rayon plutôt, son rayon c'est quelque chose de comme 57 000, non c'est son diamètre, non son rayon, 57 000 km. Donc ça donne une idée tout de suite de la taille de Polyphème. C'est une grosse planète. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille de Pandora avec cette image? Sachant que Polyphème fait la taille qu'on nous dit. Alors, le problème c'est que l'ombre qui est ici, c'est l'ombre de qui? De lui. Mais là on parle de ça. La taille de ça. Alors on pourrait calculer peut-être la taille du satellite avec l'ombre. Bon, mais le problème c'est quelle taille fait l'ombre? Alors on pourrait pour le satellite jouer en comparant la taille de l'ombre mais on n'a pas tout. La taille de Polyphème. Mais est-ce qu'on peut avoir la taille de Pandora connaissant la taille de Polyphème, cette image? Non, parce que Pandora est devant Polyphème et que si je vous dis que ce jeune homme qui est là, il a la même taille, sa tête a la même taille que mon ongle de pouce, là, vous me croyez? Alors, oui ou non? Bah oui. Si je vous le dis, c'est que c'est vrai, je ne suis pas là pour vous rouler, moi. Je raconte que des phrases vraies. Les scientifiques, ils essaient de dire que des phrases vraies. C'est pas toujours possible. Quand ils parlent de science, en tout cas. Bon, alors oui, c'est vrai. C'est la taille apparente. Il a la même taille apparente. Sa tête a la même taille apparente que mon ongle de pouce. Ça veut dire que je vois sa tête sous un angle, par exemple, de 1,5 degré, et je vois mon pouce sous un angle de 1,5 degré. Donc, ils ont la même taille apparente. Mais la taille réelle, vous vous doutez bien que sa tête, si je mets mon pouce, si sa tête, c'est comme la mienne, un peu plus petite quand même, parce que moi, je suis scientifique. Et donc si je mets mon pouce à côté de ma tête quand même, essentiellement, vous voyez que c'est quand même plus petit, on sait bien que c'est plus petit. Et donc l'effet de proximité de mon pouce me donne une illusion que la taille apparente de mon pouce c'est grande que la taille apparente de ma tête. Donc cet objet-là est plus près et clairement en avant, je ne peux pas comparer leur taille réelle en comparant leur taille apparente. Si je sais que les distances entre deux objets sont identiques, les tailles apparentes me donnent une idée des tailles réelles. Si je ne connais pas la distance des objets, je ne peux rien dire à partir des tailles apparentes. Autrement dit, un objet de très grande taille peut m'apparaître extrêmement petit parce qu'il est très distant. Et un objet de petite taille ne peut apparaître extrêmement grand sous un grand angle parce qu'il est extrêmement proche. Donc sur cette image, je ne peux pas utiliser. Vous allez voir qu'on va avoir besoin de cette image tout à l'heure. Regardez sur Pandora, on voit des océans, on voit des continents. Les océans, il y a de l'eau, les continents c'est vert, il y a des arbres. Tout à l'heure, ça va nous servir. Il y a des forêts. Alors, le système Alpha du Centaure, rapidement, c'est un système qui existe vraiment. Il y a 2 étoiles. Voilà un peu pour donner des idées. Une étoile double, on appelle ça une étoile double. Peut-être triple, avec la 3e étoile qui se trouve être la plus proche du système solaire, qui est l'étoile Proxima du Centaure, en latin la plus proche, tout simplement. Et donc, Alpha du Centaure A et B, vous voyez, sont des astres à peu près voisins du Soleil, tant par leur taille que par leur luminosité. Alpha Centaure A un peu plus brillante, Alpha Centaure B un peu moins brillante. Ce sont des étoiles qui existent vraiment, donc, et qu'on trouve dans le ciel. On ne les voit pas depuis le ciel européen, il faut aller dans l'hémisphère sud, c'est la constellation du Centaure, une constellation qu'on voit dans l'hémisphère sud. Alors question, voilà avec cette image, est-ce qu'on peut déterminer la distance de Pandora à Polyphème? Ça, c'est une image qui est prise du film. Dans le film, la séquence, il y a les navis, donc ces extraterrestres bleus, qui font 3 mètres de haut, qui sont sur des chevaux à 6 pattes, qui sont les chevaux, enfin l'équivalent local des chevaux. Ils sont dans une plaine, ils courent dans cette plaine. On en voit quelques-uns ici, sur cette image, quelques-uns qui sont en amont. Là, on est à la place comme en caméra subjective. On est comme si on était à la place des yeux d'un des navis qui est à cheval sur son cheval à 6 pattes et qui court dans la plaine. Ils voient ça, donc c'est une très belle scène. On voit un objet dans le fond qui est manifestement Polyphème, on voit d'autres satellites ici, on voit un objet très brillant là qui est intéressant, des machins qui ne sont pas des oiseaux, qui sont les banshees, on va en parler tout à l'heure, des espèces de sortes de reptiles volants, ça ressemble un peu à des reptiles volants. Il y a le camp ici des navis. Ces grands arbres ici que l'on voit là, et dont on a une trace ici toute proche, ces grands arbres que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle dans le film les arbres maisons, sont des très grands arbres dans lesquels vivent les clans navis. Des très grands arbres. La question, on va se poser la question de la détermination de leur taille. Sur cette image, avec un raisonnement que je vais vous développer, mais sans développer tous les détails, mais juste les points clés du raisonnement, on peut déterminer la distance qu'il y a entre Pandora et Polyphème.
D'accord ? Ça pourrait être un objet d'exercice. Voilà cette image. Débrouillez-vous, vous avez l'image, vous avez 2 heures, une calculatrice, un papier, un crayon, et puis démerdez-vous pour trouver, comme on dit vulgairement, pour trouver la réponse. Vous voyez que là, c'est un problème qui ne ressemble absolument pas au problème qu'on vous soumet habituellement. On dirait que c'est un problème mal posé. Il y a une seule question, il n'y a aucune valeur numérique, vous vous débrouillez avec vos connaissances, et puis voilà. Ça s'appelle la recherche scientifique. Vous, en général, on vous dit, voilà, il y a grand 1, grand 2, grand 3, 3 parties largement indépendantes, on vous donne les points. Comme ça, vous dites, je comprends rien à celle-là, je vais gratter les points dans l'autre. Et puis, il y a les questions 1, A, B, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 2, A, B, C, 3, toutes les questions. Quand il y a les valeurs numériques, on vous les donne. La masse du truc, la constante de gravitation, les vitesses de la lumière, ou Dieu sait quoi, on vous les donne. On ne vous donne pas trop de valeurs. Il ne faut pas vous noyer. On ne vous donne pas assez de valeurs. Ah oui, si on vous en manque une, vous êtes perdu. On vous donne tout. Il y a une seule réponse. Vous êtes sûr qu'il y a une réponse. Vous pouvez dire, le prof, c'est un pourri de me donner cet exercice infernal. N'empêche que vous êtes sûr qu'il y a une réponse à l'énoncé qu'on vous donne. Parce que s'il était vraiment méchant, il y aurait peut-être 0 réponse, ou peut-être plusieurs réponses. Et vous auriez du mal à travailler vous-même, parce que vous pensez qu'il y a une seule réponse à l'exercice qu'on vous donne. Là, vous ne savez pas s'il y a une réponse, vous ne savez pas comment obtenir la réponse, vous n'avez aucune valeur numérique, vous n'avez que ce qu'il y a dans votre tête, votre calculatrice, votre papier, votre crayon. C'est ça la recherche scientifique. D'accord ? Donc, au quotidien, c'est ça, pas tous les jours, des fois on remplit des papiers, bon... C'est pas toujours marrant comme ça, mais c'est ça l'essentiel, c'est des problèmes dans lesquels on pose la question initiale, toutes les questions intermédiaires, les sous-questions, il faut trouver les valeurs qui manquent, il faut inventer ce qui manque. Alors comment on va se débrouiller là-dessus ? Première chose, on prend son logiciel de dessin, et on fait passer un cercle par Polyfème, et puis je vais regarder cet arbre-là. Je vais passer un cercle, et ce dont je vais avoir besoin, je vais comparer la taille apparente, l'angle sous lequel je vois Polyfème, que je ne connais pas, j'aimerais le connaître, vous allez voir pourquoi, à l'angle sous lequel je le vois l'arbre. Pourquoi j'aimerais connaître la taille apparente de Polyfème ? Parce que si je connais à la fois la taille apparente en degrés et la distance et la taille réelle, ces 3 choses-là sont reliées entre elles. Est-ce qu'il y en a qui ignorent ce que c'est une tangente dans la classe, dans la salle ? Personne n'ose dire j'ignore ce que c'est une tangente. Bon, il y a le professeur de géographie, mais lui il est tout excusé. Hein, mais il doit le savoir en fait, il dit ça pour montrer qu'il y a des ignorants prétendument dans la salle. La taille, le diamètre de Polyfème divisé par la distance, le diamètre, vous voyez, il y a un triangle rectangle dans l'air, vous le voyez le triangle rectangle dans l'air ? Le diamètre de Polyfème divisé par la distance, c'est la tangente de l'angle sous lequel je vois Polyfème. Je connais le diamètre de Polyfème, 57 000 km. J'espère connaître l'angle sous lequel je vois Polyfème, j'en déduis la distance. Maintenant, la question, c'est comment je connais l'angle. Je vais comparer la taille apparente de Polyfème que j'ignore à la taille apparente d'un arbre maison. Et je trouve que c'est 20 fois plus. Parce que les nombres de pixels dans le cercle, là, c'est 20 fois plus de pixels que dans le petit truc rouge là-dedans. Donc c'est 20 fois celle de l'arbre. Vous dites, il est gentil, le Hook, mais c'est quoi la taille apparente de l'arbre ? J'ai fait que déplacer le problème. Ce que je ne savais pas répondre à la question, j'ai créé une autre question à la place et qui consiste à calculer la taille apparente de l'arbre. Comment je calcule la taille apparente de l'arbre ? Voilà, on pourrait utiliser l'analyse comme référence. Imaginez que je dispose d'une photo avec un navi à côté de l'arbre. Le navi fait 3 mètres, je dis le navi, tac, 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 tac. Il rentre, je sais pas, 60 fois dans l'arbre. Donc l'arbre fait 60 fois 3 mètres. Et j'ai gagné. Ça serait une solution. J'ai pas cette image. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de déterminer 2 choses pour la taille apparente de l'arbre. Je vais essayer de déterminer la distance de l'arbre et essayer de déterminer la hauteur de l'arbre, la vraie taille de l'arbre. Donc pour ça, je vais faire 2 raisonnements. Le 1, quelle est la taille de ces grands arbres ? Quelle peut être la taille des plus grands arbres à la surface de Pandora ? Ce sont les plus grands arbres à la surface de Pandora, ces arbres géants. Et puis quelle est la distance de l'arbre sur cette image ? Alors j'ai pris cet arbre au fond. Pourquoi je n'ai pas pris cet arbre-là ? Parce que celui qui est là-bas, exactement, semble être à l'horizon. Celui qui est à droite n'est pas à l'horizon. C'est évident, le pied de l'arbre est ici, l'horizon est là. Donc son pied n'est pas à l'horizon, c'est clair. Celui-ci, bon, peut-être il n'est pas à l'horizon, je vais supposer, faire l'approximation que cet arbre est à l'horizon. Et je connais la distance de l'horizon. De quoi ça va dépendre, la distance de l'horizon ? Je suis sur Terre, je suis un humain, je suis là debout au bord de la mer, je ne suis pas à Paris où il y a des maisons partout, c'est la catastrophe. L'horizon, il est à quelle distance ? Jusqu'où je vois, il est à quelle distance ? D'abord, si vous avez une idée de l'ordre de grandeur. Deuxièmement, qu'est-ce qui va intervenir pour calculer cette distance de l'horizon ?
il est à 11 km. Le diamètre de l'horizon, c'est 11 km. Il est à 5 ou 6 km quand on fait 1m70. L'horizon, notre regard porte jusqu'à 5 à peu près kilomètres. Quand on est comme ça au bord de la mer avec une hauteur standard. Pas les tout petits de CP, pas les gars qui font 2,50 m qui jouent au basket. Le gars standard. Comme de quoi dépend l'horizon? Va dépendre de deux choses, de la hauteur de vos yeux au-dessus du sol, de la hauteur de vos yeux au-dessus du sol, et une autre quantité, c'est la courbure de la Terre. La courbure de la Terre. L'horizon, ça résulte de la fuite de la surface de la Terre, parce que la Terre est courbée. Ça dépend de deux choses, la hauteur de vos yeux et la courbure de la Terre. Donc si je veux, sur cette image, déterminer la distance de l'horizon, j'ai besoin d'avoir, la hauteur des yeux du navi. Ça, c'est facile. C'est un navi, il est grand, il fait 3 mètres, il est sur un cheval qui est taillé pour lui. Les navis font 3 mètres, les humains font 1m75, le navi fait 3 mètres sur 1m75 fois plus haut. Quand il est sur un cheval, les yeux d'un être humain sont à 2,50 m de haut. 2,50 m fois 3 sur 1,75. Paf, ça met le navi à des yeux qui sont à peu près à 5 mètres au-dessus du sol. Donc j'ai une idée que les yeux du navi sont dans les 5 mètres au-dessus du sol. Bon, quel est maintenant le rayon de Pandora? Je vais vous montrer comment on le détermine. La réponse, 4900 km. Je déduis de ces deux quantités la distance de l'horizon, 17 km. Cet arbre, il est peut-être entre 15 et 20 km. Je me laisse une marge parce que j'ai fait ça un peu comme ça. Si c'est pas 5 mètres, c'est 6 mètres. Si c'est pas 4900 km, mais 4600 ou 5000, ça change un peu évidemment. Donc je me laisse une petite marge. En tout cas, la distance typique de cet arbre, c'est quelque chose entre 15 et 20 km. Maintenant, la hauteur de l'arbre, comment je vais la déterminer? Voilà les plus grands arbres sur Terre, avec un humain qui vous montre à quel point ces arbres sont grands. D'accord, lui c'est un gars de base qui doit faire, je sais pas, 1m75 ou 1m80. C'est les séquoias qui font 100 mètres de haut, diamètre typique 10 mètres, 12 mètres. D'accord, c'est de très gros arbres, les plus gros arbres terrestres. Donc des arbres sur la Terre, il y en a de toute taille. Il y a des plus petits arbres, et puis il y a les très grands arbres. Mais tous ont un point commun, c'est que plus l'arbre est grand, plus le diamètre du tronc est important. On se dit, ok, il n'y a pas de raison, on se dit bien, quand l'arbre est grand, il faut un tronc plus gros pour tenir l'arbre. Mais la question c'est, si j'ai un arbre qui est 2 fois plus grand, est-ce que j'ai un tronc qui est 2 fois plus gros en diamètre? La réponse est non. La réponse est non. On pourrait croire naïvement, ou en première approximation, une relation linéaire de proportionnalité. Un arbre 2 fois plus haut à un tronc 2 fois plus large. Ce n'est pas le cas. Ce que l'on constate, et pour le faire, il suffit de prendre des diamètres d'arbres adultes, de prendre les diamètres des arbres adultes, et de mesurer leur hauteur, et de tracer la courbe qui représente le diamètre en fonction de la hauteur. On a une courbe que l'on peut tracer. Est-ce que c'est une ligne droite qui passe par l'origine? Non. Non, ce n'est pas proportionnel. C'est une courbe qui montre que le diamètre de l'arbre, il est proportionnel. Alors attendez, accrochez-vous, la plupart d'entre vous vont comprendre ce que ça veut dire, mais je le dis en français plutôt qu'en formule. Le diamètre est proportionnel au cube de la racine carrée de la hauteur. Wow. Le cube de la racine carrée. Ça veut dire en clair que si je suis, pour tomber rond sur les calculs, si je suis 4 fois plus haut, je ne suis pas 4 fois plus large en diamètre. Je suis le cube de la racine carrée de 4. La racine carrée de 4, 2. Le cube de 2, 8. Si je suis 4 fois plus haut, je suis 8 fois plus large. Et ça s'est constaté depuis les arbres, les petits arbres, hein, les poiriers, les pommiers, des petits machins comme ça, jusqu'aux plus grands arbres, jusqu'aux séquoias. Si j'applique cette loi sur Pandora, et que je fais, comme l'a dit un de vos camarades, je compare, alors pas l'arbre avec un navi, j'ai jamais ça, puis les navis sont tout petits finalement, vous allez voir que le rapport de taille est énorme. Mais je compare ça, il y a un épisode dans le film où on voit des hélicoptères qui attaquent, des hélicoptères humains qui attaquent un arbre, qui le dégomment, qui le détruisent. Ces hélicoptères, c'est des hélicoptères humains qui font typiquement 10 à 15 mètres de long. Et on les compare à la taille de l'arbre, on se rend compte que le diamètre de l'arbre, de ces arbres maisons, c'est quelque chose comme 70, peut-être 80 mètres de diamètre. Beaucoup plus gros qu'un séquoia. Hein. Beaucoup plus gros qu'un séquoia. Et si on applique cette loi qu'on appelle une loi d'échelle, c'est comment varie le diamètre d'un arbre en fonction de sa hauteur. On pourrait dire une autre loi d'échelle, comment varie le volume en fonction de la taille. Le volume d'un cube, ça varie comme le cube de son arête. C'est l'arête au cube. Comment varie la surface en fonction du côté du carré? Elle varie comme le carré du côté. D'accord? C'est ça une loi d'échelle. Comment varie une quantité d'un objet en fonction de sa taille, d'une autre quantité par exemple, et par exemple sa taille. Donc cette loi d'échelle qui vous dit comment varie le diamètre d'un arbre en fonction de sa hauteur, si on l'applique à Pandora, on va trouver que 10 mètres, 100 mètres, 80 mètres, il faut calculer la hauteur que ça va faire. Ça va faire quelque chose comme 400 mètres de haut.
les arbres sur Pandora font de l'ordre de 400 mètres de haut. Si tu es à 400 km, si tu es à 400, n'importe quoi, si tu es à 17 ou 15 à 20 km, vous avez une taille apparente qui est tout de suite, la tangente de la taille apparente, c'est 400 mètres divisé par 15 km. Et on trouve à peu près 1 degré. 1 degré. Je reviens un peu en arrière pour parler de la taille de Pandora. Voilà Pandora vue du sol. Comment j'ai terminé la taille de Pandora? Encore un raisonnement. Taille de Pandora. Il y a une scientifique, c'est assez rare pour être noté. Pour une fois, dans un film comme ça, c'est une femme qui dirige un grand projet scientifique. C'est dans les films en général, c'est des types chauves et barbus, qui sont avec une blouse blanche, qui disent oui, et qui font des bombes et des machins pour énerver les gens. C'est toujours un peu énervant. Pour une fois, c'est une femme qui dirige un progrès scientifique. Bon, c'est une femme à poigne, mais c'est une femme. C'est bien. Ça arrive dans la réalité aussi, mais c'est pas fréquent, effectivement. En sciences, pour vous donner une idée, ça pour les jeunes filles, il y a en astrophysique, en tout cas que je connais le mieux, il y a à peu près, on va dire 20% de femmes en astrophysique. 20% des astrophysiciens sont des astrophysiciennes. 20%, c'est un bon score pour l'astrophysique. En physique des particules, c'est plutôt 5% ou 10%. Elle nous dit qu'il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora. 10 puissance 12, ça veut dire 1000 milliards d'arbres sur Pandora. Ça intéressera les géographes de la salle. Sur Terre, on estime 500 milliards d'arbres. Un demi de 10 puissance 12. Donc c'est un chiffre, bon, c'est pas idiot comme chiffre, 10 puissance 12 arbres sur Pandora. Et avec ça, je vais déterminer la surface de Pandora, et donc sa taille. Comment je fais? Je me renseigne sur... Oui. Elle l'a dit. Elle l'a dit, Grace Augustine, alors je la crois. Hein. Peut-être elle dit une bêtise, hein, mais elle dit ça. Ok, je ne l'ai pas inventé, tu vois, j'ai mis... Grace Augustine, c'est cette scientifique du film. C'est comme ça qu'on le sait. Je prends des informations du film, je ne les invente pas. Hein. Quand je dis ça, je ne l'invente pas. Dans une forêt tropicale, comme on voit là-dessus, on estime qu'il y a une centaine d'arbres par hectare, de gros arbres, hein. Je ne parle pas de tout le bush, là, tous les petites crotouilles entre les deux, je parle des gros arbres, 100 à l'hectare. Ça veut dire que s'il y a 10 puissance 12 arbres, il y a 10 puissance 10 hectares de forêt. Et tout à l'heure, on a vu la surface, vous vous rappelez la surface continent-océan? On avait l'impression que c'était à peu près 50-50, autant de continents que d'océans. C'est un peu biaisé parce qu'on n'a pas vu de l'autre côté. À l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Il y a peut-être un grand océan. Si on regardait la Terre du côté de l'océan Pacifique, vous dites, bah, cette planète, elle a vraiment un grand océan, il n'y a pas beaucoup de continents. L'océan Pacifique tellement immense, si vous regardez vraiment du côté de l'océan Pacifique, avec la Terre sphérique, donc vous voyez un grand océan, puis des petits bouts. Hein, vous voyez un peu un bout d'Asie, un peu un bout d'Amérique, et puis démerdez-vous avec ça, et puis l'Australie, puis voilà quoi. Vous dites, bon, il n'y a pas beaucoup de continents, cette planète. Si à l'inverse, vous regardez de l'autre côté Europe, Asie, alors là, Afrique, vous dites, il n'y a que des continents, il n'y a pas d'océan. Enfin, un petit océan, bien sûr, ouais, il y a un bout d'Atlantique. Mais c'est tout. Donc il faut se méfier, évidemment. Moi, il y a un bout qui me manque. Alors je vais faire l'hypothèse que comme sur Terre, la répartition, c'est 60-40. 60-40, à peu près, je crois que c'est ça. Ou peut-être 2 tiers, 1 tiers, non? Moi, j'ai pris 60-40. J'ai pris un peu plus pour les... On vérifie, j'ai un géographe sous la main, alors fais attention, faut pas déconner. 60%, c'est les océans sur Pandora, 40%, c'est les continents. Si c'est 40% de continents et qu'il y a 10 puissance 10 hectares d'arbres, ça veut dire que 40%, les 10 puissance 10 hectares représentent 40% de la surface de Pandora. La surface d'une sphère, c'est 4 fois pi fois r au carré. 4 fois pi fois r au carré. Donc je fais 10 puissance 10 hectares, je divise par 40%, je fais 4 fois pi fois r au carré égale ce nombre-là, je prends donc la racine carrée, je calcule et ça fait r égale 4900 km environ. D'accord, c'est comme ça que j'ai un ordre de grandeur de la taille de Pandora. 4900 km de rayon. Il y a un argument, dans le film, ceux qui ont vu le film, il y a le méchant, il s'appelle Colonel Quaritch, c'est le gros baraquet qui fait des poids là, il est méchant. Il fait des poids. Ça l'énerve quand il voit tout ça. Il dit, il fait des poids. Pourquoi il fait des poids? Parce qu'il nous dit, le manque de pesanteur, ça affaiblit. Une planète qui a une faible pesanteur, c'est une planète qui a une masse et un rayon suffisamment faible pour que la gravité soit plus faible que celle de la Terre. Et suffisamment faible, c'est-à-dire plus petit que la Terre. Et si je prends une planète de 4900 km de rayon, en supposant qu'elle est faite comme la Terre, en fait, quoi, sa structure interne est voisine de celle de la Terre, j'obtiens un objet dont la gravité est 3/4 de la gravité terrestre. Donc tout à fait une gamme raisonnable. Si la gravité était trop faible, imagine que la gravité sur Pandora soit 1/10 de la Terre. Qu'est-ce qu'on devrait voir dans le film qu'on ne voit pas? S'envoler peut-être pas, mais en tout cas quand ils marchent sur la Terre, sur Pandora, ils devraient faire des bonds. Enfin, ils devraient avoir une marche un peu curieuse. Parce que la gravité est très faible. Si à l'inverse, la gravité était plus forte, bon d'abord Quaritch ne dirait pas ça, mais là les gars, ils seraient écrasés par une gravité beaucoup plus forte, et leur poids, pas leur masse. Leur poids serait beaucoup plus important et donc ils auraient du mal peut-être à se déplacer sur Pandora. Donc là, 3/4 de gravité terrestre, c'est pas mal, ça donne ça et c'est pas mal, c'est compatible avec ce que dit Quaritch, et avec ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire les gens, ils ont l'air de se balader, des terrestres, qui sont habitués à une gravité terrestre, ils sont capables de se déplacer sans trop de problèmes.
Quand on a fait tout ça, on revient à ça, et bien cette chose-là, ça fait 1,2 degré. Bon, on pourrait dire peut-être 1 degré, je mets les virgules, mais bon. 20 fois ça, c'est 20 degrés, c'est la taille apparente de Polyphème, ce serait 20 degrés. Et avec la taille supposée égale à celle de Saturne, on trouve une distance qui est de 270 000 km. Le rayon de l'orbite de Pandora, c'est 270 000 km à peu près. À comparer à celle des satellites qu'on appelle galiléens de Jupiter, les plus gros satellites de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, ou les gros satellites de Saturne qui sont typiquement de quelques centaines de milliers à 1 million de kilomètres autour de la planète principale. Donc on est tout à fait dans le bon ordre de grandeur, on n'est pas à 50 millions de kilomètres, on n'est pas à 50 kilomètres non plus, on est à une distance qui est raisonnable dans les, disons, 300 000 kilomètres, on va faire vraiment rond, dans les 300 000 kilomètres. Bon là je vois que j'ai déjà beaucoup parlé de ça, donc je vais passer deux choses que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Voilà une image, une véritable image. Quand je dis véritable, c'est-à-dire que c'est pas, c'était prise par une sonde qui s'appelle la sonde New Horizons, qui se dirige en ce moment vers Pluton, et qui a pris Jupiter alors dans une couleur qui n'est pas visible à nos yeux, dans une lumière invisible à nos yeux qui s'appelle la lumière infrarouge. Et c'est un montage. On a monté Jupiter et Io, on les a mises côte à côte sur le montage photographique pour que ça fasse joli, mais elles n'ont pas été prises en même temps en cette vue. Pour montrer que, regardez Io, regardez ce qu'il y a là, ce truc bleu qui est ici, là, ce truc bleu, grandi, on met en noir et blanc, regardez là. C'est une éruption volcanique sur Io. Sur Io, il y a des volcans, et c'est de la lave, hein, c'est des volcans de lave, parce qu'il y a aussi des volcans qu'on appelle cryovolcanisme dans le système solaire, des volcans d'eau liquide, dans des satellites gelés, comme le satellite Encelade. Sur Encelade, on a des geysers d'eau liquide qui est extrêmement chaude, à 0 degré, ou à quelques degrés, extrêmement chaude comparativement à l'ambiance générale qui est plutôt moins 170 degrés. Et on a ce cryovolcanisme, ce volcanisme froid. Là, c'est de la lave. C'est le seul endroit à part la Terre où on a des volcans de lave, sur Io. Et ces volcans, là, il faut imaginer que Io, c'est assez petit. Hein, pour faire simple, on va dire que c'est la taille de la Lune, en gros. Regardez ce truc-là. Là. Ça fait 1800 ou 2000 km. Regardez ça, là. Ces volcans, ils projettent la lave à plus de 500 km. Hein. Enfin, vous voyez, c'est un geyser incroyable de lave. Et ça, c'est dû aux forces de marée de Jupiter sur Io. Les forces de marée de la Lune sur la Terre, ça déforme les océans et ça crée le phénomène de marée océanique. Ça déforme aussi la croûte terrestre. Quand la marée est haute à Brest, la croûte terrestre monte de 30 cm. Mais la Terre, elle a aussi une force de marée sur la Lune. Il n'y a pas d'océan sur la Lune, mais la croûte de la Lune se déforme. Quand la marée est haute sur la Lune, la croûte de la Lune se déforme de plus d'1 mètre, se soulève d'1 mètre. Sur Io, quand la marée est haute sur Io, la croûte de Io, il n'y a pas d'océan sur Io, mais la croûte de Io se déforme de 100 mètres. 100 mètres. Vous imaginez Io comme une sphère qui serait écrabouillée, vous prenez une balle de tennis, vous l'écrabouillez comme ça, et vous la relâchez, et l'amplitude c'est 100 mètres. Alors évidemment, c'est pas aussi intense que ce que je fais là avec mes doigts, 100 mètres, et vous écrabouillez, vous relâchez, vous écrabouillez, vous relâchez. Ça va dissiper de l'énergie à l'intérieur de Io, ça va rendre l'intérieur de Io liquide, et ça va provoquer des craquelures à la surface de Io par lesquelles la roche liquide, la lave, va pouvoir sortir. D'où ces éruptions volcaniques qu'on n'aurait pas dû trouver sur un si petit objet, un objet gros comme la Lune. Sur la Lune, par exemple, il n'y a pas d'éruption volcanique. Et donc je dis tout ça pourquoi ? Ça veut dire que sur Pandora, qui est en orbite autour d'un gros satellite, qui est d'une grosse planète, plutôt Polyphème, on devrait avoir du volcanisme qu'on ne voit pas dans le film. Alors les navis, les Banshee et les navis. Là on voit un navi qui fait 3 mètres de haut, donc le gars déplié là il fait 3 mètres. Alors c'est quoi l'envergure des Banshee ? C'est quoi la taille des Banshee ? 10 mètres, voilà. Ouais, 10 mètres, enfin, 5 mètres, on peut dire 5 mètres, après on discute, on vérifie, on mesure. Hein. Des fois à l'œil comme ça c'est pas facile. La taille qu'on peut estimer sur cette image, c'est à peu près 10 mètres d'envergure. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. La question qu'on va se poser, c'est 10 mètres d'envergure, c'est quoi ? Ça existe ou ça existe pas sur Terre ? Et puis est-ce qu'on pourrait voler sur un truc de 10 mètres d'envergure ? C'est ça la question. Alors voilà un peu les êtres volants qu'on a sur Terre. D'abord ici, les plus grands êtres volants actuels. Le grand albatros, un carré c'est 1 mètre. Donc à peu près 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. Le condor, 3 mètres d'envergure. Les plus grands êtres volants qui ont existé sur Terre, c'est cet animal qu'on appelle Quetzalcoatlus, qui est en fait un ptérosaure. Un ptérosaure sont des êtres qui ont disparu maintenant, qui ne sont pas des dinosaures. C'est autre chose. Les dinosaures, il y en a encore sur Terre. Est-ce que vous savez sur Terre quels sont les descendants actuels des dinosaures ? Non. Non. Hein ? Les oiseaux. Les dinosaures, et particulièrement les poules, quand vous regardez une poule, pensez à un oiseau qu'on a appelé l'oiseau terreur, qui faisait une poule, mais 2,50 m de haut. Hein ? Et puis, donc, avec un gros bec, un truc un peu désagréable, quoi.
Et puis, les descendants actuels des dinosaures sur Terre sont les oiseaux. D'accord, sont les oiseaux. On a découvert en Chine des dinosaures qui avaient des traces de plumes dans les fossiles. Dans le fossile, on a vu des traces de plumes. C'est les dinosaures qui ont inventé les plumes, et pour certains, c'est devenu les oiseaux. Et puis après, la trace des dinosaures terrestres a disparu. Les dinosaures volants, si j'ose dire, sont les oiseaux. Les ptérosaures, c'est autre chose. Ça a disparu, c'était ça. Le plus grand, il faisait 12 mètres d'envergure. Un des très connus dans les ptérosaures, c'est le ptérodactyle. Le très connu, c'est le ptérodactyle. Alors 13 mètres d'envergure, voilà un humain à côté. Là c'est un petit, alors celui-là c'est la taille d'un Quetzalcoatlus qu'on a trouvé, d'un squelette qu'on a trouvé. On ne sait pas si c'est un modèle réduit de celui-là, c'est-à-dire une autre sorte mais plus petite, une sorte naine, ou si c'est un bébé de celui-là. On n'a jamais réussi à déterminer la chose. En tout cas, il y avait des bestioles volantes de 12 mètres d'envergure. Ça tient pas dans la salle quand ça déplie ses ailes, c'est tout à fait impressionnant. On a essayé d'estimer la masse de ça. Ça c'est une discipline tout à fait fascinante, où à partir du squelette d'animaux disparus, et se fondant un peu sur les animaux qui existent encore, on essaie de les remplumer, de mettre la chair autour pour reconstituer la forme complète qu'ils avaient. Et de là, estimer la masse qu'ils pouvaient avoir. Alors évidemment, ce sont des estimations qui ont des fois une marge d'incertitude assez importante. Pour Quetzalcoatlus, on pense que sa masse minimum, c'était 70 kg, peut-être jusqu'à 150 kg. Donc un machin comme ça qui vole, vous mettez dessus un humain, et à fortiori un navire qui doit peser peut-être un peu plus lourd, parce qu'il est plus grand, s'il a une densité voisine, eh bien vous mettez quelque chose qui fait, mettons, 100 kg, et vous mettez un humain qui pèse un peu moins de 100 kg, ou un navire qui pèse 100 kg, disons, ça va commencer à être difficile. Les oiseaux qui ont des grandes ailes, qui ont des grandes tailles, vous allez voir, ils ont plus souvent un vol. Comment ils volent, les grands oiseaux? Qu'est-ce qu'ils font pour voler? Ils planent souvent. C'est les petits oiseaux miteux, comme les moineaux, les pigeons, qui battent des ailes. Les grands, bon, ils battent bien un peu des ailes de temps en temps, mais essentiellement, ils planent. Si vous prenez, par exemple, le grand albatros, comment il fait? Il a des grandes ailes. On sait bien, il y a ce fameux poème où on parle de l'albatros comme un animal très pâteau sur un pont, mais dès qu'il vole, vous savez tout ça. Ah, voilà, il y en a qui sont bons. Bac français approche, je vois. Donc, et quand l'albatros est posé, il n'est pas très à l'aise, d'abord, pour marcher. Deuxièmement, pour déployer ses ailes, ça n'est guère pratique. Et pour décoller, il fait comment? Il se met face au vent. Dès qu'il y a un petit souffle de vent, il se met face au vent et il décolle. Il n'a pas besoin de battre des ailes. Qu'est-ce qu'il fait un moineau pour décoller? Il marchouille, puis à un moment donné, il se jette en l'air, il fait un petit bond, il bat des ailes. Et hop, il s'en va. D'accord. Le pigeon, pareil, il se jette en l'air, il bat des ailes. L'albatros, il déplie les ailes, il se met face au vent et il est parti. Alors le condor, lui, c'est pas pareil. Le condor, il a une finesse un peu moins grande. Il plane aussi pas mal. Le condor, lui, il se pose toujours sur un truc un peu haut. Par exemple, là, dans la salle, il va se poser là, par exemple. Là, c'est bonnard, parce que s'il se pose là, et qu'il doit redécoller, il peut plonger un peu, gagner un peu de vitesse par son simple poids. Il ouvre ses ailes, et hop, il commence à décoller, il plane, et après, il bat des ailes éventuellement pour partir. C'est un oiseau aussi un peu plus lourd. Donc, Quetzalcoatlus, on en a des traces. Voilà un squelette complet. Remarquez comment il a été monté, comment il est au sol, cet animal. Il n'est pas sur ses deux pattes. C'est pas un oiseau. Les oiseaux au sol, ils sont sur deux pattes. C'est 4 membres, mais 2 pieds. Et il marche avec les mains dans les poches, si j'ose dire. Lui, il ne marche pas avec les mains dans les poches. Il utilise cette grande partie de son... Ça, en fait, c'est son coude. Ça, c'est son épaule, son coude. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un doigt hypertrophié qui sert de structure à son aile. Regardez comment c'est fichu. Il y a 3 bestioles qui ont inventé le vol. 2 bestioles qui ont inventé le vol battu. Le vol battu, je distingue ça du vol des mouches, par exemple. Les mouches, c'est pas un vol battu. C'est bzzz. Comment elles font pour voler les mouches? Elles bougent leurs ailes. Elles vont bzzz. Pourquoi elles font bzzz? Parce qu'on entend bzzz. Si on entend bzzz, ça veut dire qu'elles bougent leurs ailes et que ça fait un son qui fait bzzz. Donc si le bzzz c'est 400 Hz, elles bougent leurs ailes 400 fois par seconde. Sinon, ça ferait pas bzzz. Ça ferait bzzz. Ou on n'entendrait pas. Donc les mouches, qu'est-ce qu'elles font? Elles appuient sur l'air. Elles ont une méthode assez subtile. Elles poussent l'air en bas et puis elles recommencent. Mais elles font pas comme ça. Parce que si elles font comme ça, elles poussent l'air en bas, ça fait une force qui les pousse en haut, puis après elles font ça. Ça fait une force qui les pousse en bas. Donc si vous faites ça, vous bougez pas. Donc elles font ça, après elles ont un mouvement très subtil où elles mettent l'aile sur le côté, parce que là ça fait pas de force, l'aile elle avance dans l'air sur son épaisseur. Après, elles retournent l'aile et elles refont. Comme ça. Pan, 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 pan. Et des deux côtés à la fois, sinon ça vous penche d'un côté seulement. Et elles font une colonne d'air. Elles font une colonne d'air sur laquelle elles se supportent. Il faut imaginer quand vous voyez une mouche. Bon, les mouches, elles sont jamais en vol stationnaire. Mais quand vous voyez un animal comme par exemple le petit oiseau qui s'appelle le colibri, merci. Le colibri, quand il est en vol stationnaire, lui c'est pareil. Il bat tellement vite des ailes
qu'il est en vol stationnaire sur 2 colonnes d'air. Il faut imaginer les 2 piliers d'air qu'il crée par son mouvement. C'est pas de ça dont je parle. Le vol battu, si on bat des ailes, doucement, ça peut être un peu plus ou moins vite, selon qu'on est un moineau ou un albatros, on ne bat pas souvent des ailes, c'est ça le vol battu. Il y a 3 espèces seulement qui ont inventé le vol battu. Il y a les ptérosaures, il y a... C'est qui ceux-là? Les chauves-souris, c'est-à-dire les mammifères, et il y a les dinosaures, donc les oiseaux. Et remarquez qu'à chaque fois, la main, il y a l'épaule, le coude, la main, l'épaule, le coude, la main, l'épaule, le coude, l'épaule, le coude, la main. Regardez qu'à chaque fois, 1, 2, 3, 4 doigts, 5 doigts, et là, il n'y a plus que 2 doigts. Tous ces êtres-là, ils ont un plan morphologique qui, au démarrage dans l'embryon, voudrait démarrer à 5 doigts, pourrait démarrer à 5 doigts. L'embryon du poulet, l'embryon humain, au démarrage, à 15 jours, c'est pas très différent. Et il y a un moment donné, la structuration dans la morphogénèse, c'est que nous, on a 5 doigts, et le poulet, il a que 2 doigts. Un gros doigt et un petit doigt, le pouce et un autre. Et la chauve-souris, elle est comme nous, elle a 5 doigts. La structure de ses ailes sont les doigts, d'accord, qui donnent la rigidité à son aile. Et puis les ptérosaures, c'est 4 doigts, dont le petit doigt, si j'ose dire, qui est très développé pour structurer l'aile. Et regardez comment il est mis. Il marche pas sur... Je mets les coudes, mais c'est pas les coudes, il est sur les poignets. Hein. Ça, c'est les poignets ici. Hein, c'est l'endroit où il y a les doigts, le coude et l'épaule. Et bien regardez comme c'est fait dans le film. Dans le film, voilà. Voilà un banshee. Regardez comment il est fichu. Il y a son aile qui est repliée ici, voilà. Là, il y a l'épaule. Il y a l'épaule et le coude quelque part, et ça se replie, et l'aile fait ça. Ils sont, les banshees, exactement en position, la position qu'on imaginait être celle des ptérosaures au sol. Pas des bipèdes, donc, des quadrupèdes. D'accord ? Des quadrupèdes au sol. Et pour décoller, ce que l'on pense, pour décoller le ptérosaure, eh bien, il faisait une propulsion sur ses avant-bras, comme une sorte de saut à la perche, il se jetait en l'air, et là, il pouvait déployer ses 12 mètres d'ailes, commencer à battre, et après décoller. De cette façon, il planait, puis battre des ailes. Ou battre des ailes, puis planer. Alors, sur une image comme celle-ci, on peut dire encore plein de choses. Comment il respire ? Parce que la question qu'on peut poser, alors si les nanas qui ont tout de suite remarqué qu'il n'y avait pas de narine. Regardez, il n'y a pas de narine. Et ne me dites pas qu'il respire par la bouche. Regardez là. Il y a des espèces de trous carénés là. Ça s'appelle comment, chez d'autres animaux ? Ça s'appelle ? Les banshees. Mais est-ce qu'il y a des animaux qui respirent comme ça par des trous ? Ça s'appelle les banshees. Bon. Les branchies, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Je vous embarrasse inutilement. Les branchies. Est-ce que c'est vraiment des branchies ? Les poissons, ils font comme ça. Non, les branchies, c'est des poissons. Chez les poissons, mais ça respire de l'eau, si j'ose dire. Ça filtre l'eau, ça récupère l'oxygène dissous dans l'eau. Là, c'est pas des branchies, ça c'est carrément un trou dedans, quoi. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont des trous dedans pour respirer ? Non, pas les requins. Les requins sont des poissons, sont des branchies. Hein ? Les dauphins et les baleines, il y a certains mammifères marins qui ont des évents. Ils ont un trou, je mets sur le crâne parce que ça a l'air d'être nous sur le crâne, ils ont un trou qui s'ouvre et se ferme par un muscle spécial qui permet à l'air de rentrer et sortir. Ils respirent en surface, ils bouchent les vents, ils redescendent au fond, ils font leurs petites histoires, ils remontent. Ce sont des animaux qui respirent, comme nous, de l'air. C'est pas des poissons. Hein. Le dauphin, la baleine, ça, c'est pas des poissons. C'est des mammifères. Ils vont dans l'air, ils respirent, ils redescendent. Les poissons, ils sont dans l'eau tout le temps. Le requin, il est jamais à la surface, quoi. Sauf pour bouffer un plongeur, éventuellement. Mais sinon, et ça arrive rarement. Il est toujours sous l'eau, s'il veut, il est toujours sous l'eau. Donc là, on a quelque chose, comme les branchies. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de la façon dont mange cet animal ? Les dauphins, comment ils mangent ? Vous connaissez mieux les dauphins. Comment ils mangent ? Donne un poisson à un dauphin, il fait quoi, le dauphin ? Il le gobe par la bouche, bon, c'est de bonne politique, ça. Et après, il fait quoi ? Il mâchouille, c'est vachement bon le poisson, ou alors il fait quoi ? Dites-moi. Il va le digérer, mais avant de le digérer, comment il l'avale ? Ouais, il a peut-être de la salive, je sais pas trop, il a probablement de la salive, ouais, mais il fait quoi ? Il l'avale d'un coup, il l'avale tout rond, il l'avale sans le mâcher. Il a des petites dents pourtant le dauphin, il a des petites dents, mais il avale sans mâcher. D'accord ? Il avale sans mâcher. Pourquoi il peut avaler sans mâcher ? Parce qu'il a... Alors, il vaut mieux qu'il ait des trucs gastriques appropriés. Pour la digestion, ça va l'aider, ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais il y a plus compliqué que ça. Pourquoi moi je ne peux pas avaler tout rond ? Pourquoi c'est dangereux pour moi d'avaler tout rond ? Parce que ça peut tomber dans le mauvais trou. Parce que moi, qu'est-ce qui se passe, moi et vous ? Il y a 2 trous là. Il y a l'œsophage et il y a la trachée artère. Et ces 2 trous, ils communiquent.
Ils communiquent. Il y a un système qui bloque l'un ou l'autre selon que je respire ou que j'avale, mais ces deux trous communiquent. Et si je ne fais pas attention, ce que j'avale, il y a le risque que ça tombe dans la trachée artère. Quand il y a ce risque-là. Chez le dauphin, il n'y a aucun risque. Parce que le dauphin, il a un trou pour avaler, c'est la bouche, et il a un trou pour respirer, qui est son évent, et ça n'a rien à voir. Le système respiratoire est totalement disconnecté du système digestif. Et du coup, il peut avaler tout rond, il ne risque pas d'avaler de travers. Ça risque pas d'aller dans le mauvais trou. Il n'y en a pas d'autre. Ou alors il faudrait mettre le poisson dans les vents. Vous reconnaissez que c'est quand même un... Enfin, ça va l'emmerder le dauphin, là. Vous bouchez le trou par lequel il respire si vous faites ça. Moi, si je mets comme ça, j'ai l'air un peu con, mais essentiellement, je respire et je parle. D'accord? Pourquoi? Parce que je peux respirer par le nez, c'est ce qu'on fait habituellement, mais je peux respirer par la bouche. Et pourquoi par la bouche? Parce que j'ai la trachée artère, quelque part là, derrière l'arrière-gorge, j'ai une zone commune entre la trachée artère et l'œsophage. Donc ça veut dire quoi ça, sur cet animal-là? Comme il respire par les vents, par les évents, là, ça veut dire que si on veut l'embêter, si vous voulez embêter un dauphin, vous mettez un bouchon sur les vents. Ben, ça va le tuer même, il ne va plus respirer, hein, c'est clair. D'accord? Si le dauphin il a un rhume, une congestion des voies nasales, si j'ose dire pour nous, ben nous, on parle comme un con, mais on peut respirer par la bouche. Ben le dauphin, il est mort juste, voilà. Donc pas de rhume chez les dauphins. Et lui, pareil. Donc quand on veut capturer une bestiole comme ça, qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Il attrape la tête, dans le film on voit le Navi là, il attrape la gueule et il ferme avec un truc, bon, ça je peux comprendre. On ne veut pas être happé par la bête, quoi. Hein. Les gens qui capturent les crocodiles, ils font pareil, hein. Ils attrapent le truc pour ne pas se faire happer par la mâchoire du crocodile, ce serait fâcheux. Mais s'il veut vraiment l'embêter, non seulement il attrape par la tête, mais il met ses pieds dans les trous là. Ou il met quelque chose, là la bête elle va pas rigoler, quoi. Vraiment elle va pas rigoler. Et puis maintenant, qu'est-ce que je peux déduire? Regardez les petites dents qu'il a. Qu'est-ce qu'il va faire cet animal qui respire sur les côtés? S'il veut manger, votre professeur d'histoire-géographie, ce qu'à Dieu ne plaise pas bien sûr, hein, parce que quand même ça a l'air d'être un professeur sympathique. Mais s'il veut le manger, bon il n'est pas bien gros, il va le prendre d'un coup, il l'avale. Il l'avale d'un coup. S'il était un peu plus gros, pas en plus là-bas, il m'a l'air assez baraqué là en bleu, il m'a l'air costaud. Ouais toi, vas-y lève-toi pour voir. Non je me trompe, tu m'as l'air assez épais, non? Lève-toi pour voir. Oh non, c'est vrai, t'as raison, je me moque de toi, mais c'était pas bien, c'est pas bien, ok. Bon, s'il a une grosse proie, un gros balèze, un sumotori, les mecs font du sumo, s'il y en a un comme ça qui doit manger, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire comme le dauphin quand il va attraper une proie plus grosse, il va le saisir avec ses petites dents, les dents, elles savent saisir, à bien saisir la proie, il va essayer de l'écrabouiller avec sa mâchoire, il va éventuellement le secouer pour le briser en morceaux, et les petits morceaux, il les avale d'un coup. D'un coup, d'accord? Pas en mâchouillant je ne sais quoi, d'accord? Donc ça, voilà ce qu'on peut dire sur cet être-là, uniquement en le regardant, c'est qu'il doit avaler ses proies d'un coup, ou alors en les cassant en morceaux, il respire par ici, ça se compare au dauphin, c'est un ptérosaure dauphin, quoi, avec une tête de dragon, parce que les ptérosaures, ils ont des têtes plutôt avec une espèce de super long bec, pas du tout une tête de dragon comme ça. Le dragon, ça fait plus chic, c'est plus joli. Donc voilà le genre de choses qu'on peut dire sur ces animaux. Alors maintenant, pour conclure, je vais vous parler d'une chose qui est pourquoi on va sur Pandora, pourquoi les gens vont sur Pandora dans Avatar. Ils vont pour récupérer un minerai qui s'appelle l'unobtainium, qui n'existe pas évidemment, qui a un nom un peu curieux. Unobtainium, ça voudrait dire plutôt comme aluminium, strontium, rubidium, ruthénium, enfin tout ce qu'on veut en ium, sodium, beryllium, tout ce qu'on veut. Quel autre encore? Strontium, ah voilà, uranium, ah ben voilà, c'est bien. Et bien ça c'est plutôt les corps purs, hein. En ium c'est plutôt des corps purs. L'unobtainium c'est pas un corps pur, manifestement c'est un minerai, donc on devrait plutôt dire l'unobtainite. Hein, ce qu'on dit en bon géologue, si je veux dire, c'est avec une terminaison en ITE plutôt qu'en ium pour dire les minerais. Bon, c'est pas grave. Il y a une espèce d'énorme machine, regardez les humains à côté là. Ils sont ici les humains, il y a des camions d'aimants, il y a une machine énorme. Ça, cette machine-là, elle existe vraiment, d'abord, je peux vous montrer. Alors d'abord un petit truc sur pourquoi on y va, ça vaut 20 millions de dollars le kilo, l'unobtainium il paraît. Là j'ai relevé les prix, les derniers prix de trucs chers. C'est pas pareil. Bon évidemment c'est pas pareil, ça tombe bien, mais attendez un peu. Hein. Attendez un peu que l'or s'épuise dans les mines terrestres, attendez un peu d'avoir 60 ans. Et vous verrez le prix de l'or au kilogramme. On pense actuellement qu'on a extrait du sous-sol de la Terre, des zones extractibles, la moitié de l'or extractible. Autrement dit, il y a à peu près autant d'or dans tout l'or terrestre des humains, les bagues, les machins, les lingots d'or, que dans le sous-sol maintenant. D'accord? Maintenant. Bientôt, il n'y aura plus d'or.
Bientôt, il n'y aura plus d'argent, de platine, de palladium, de rhodium. C'est des ressources qui vont s'épuiser. Il n'y en aura plus dans le sous-sol. Comme le pétrole, d'ailleurs. Attendez 30 ou 40 ans. On va voir le prix de l'or dans 30 ou 40 ans. Je ne parle même pas de crise économique, je parle juste. C'est quelque chose, il y en aura moins. Alors l'or, il y en a dans les coffres des banques, donc ça va tenir un peu. Mais ça, le rhodium, là, il vaut 42 000 €. Il y a eu une crise du rhodium à un moment donné, il y a 3-4 ans. C'était 250 000 € le kilo, le rhodium. D'accord ? Donc ça peut monter. 20 millions de dollars le kilo, ça me paraît un peu pas cher, je vais dire, pour un matériau aussi extraordinaire. Et pour justifier un voyage interstellaire, ça me paraît pas très cher. Voilà la machine, ça existe vraiment. Hein. Alors ça s'appelle un excavateur à roues, ce truc-là ça tourne, ça fait 200 mètres de long, 100 mètres de haut, quand ça traverse ça a raison, et ça avance à 1 km par heure, même pas. D'accord ? C'est un truc tout petit, quoi. Ça avance très lentement. Mais quand ça creuse, ça fait, oui, ça a raison, hein. Les gars, ils risquent pas de dire, pousse-toi, c'est moi qui passe, hein, là, tu vois. C'est dans les mines, on utilise ça dans les mines. Dans les mines de charbon à ciel ouvert, par exemple. Sur tout là, ça creuse un terrain de football sur 10 mètres d'épaisseur en 8 heures. Hein. Quand ça commence à tourner, c'est des tonnes et des tonnes qui tombent en continu. Donc c'est d'énormes machines. Ça existe vraiment, ils en ont fait une encore plus grande. Et alors pourquoi c'est intéressant le nocténium ? Regardez un peu ce qu'on voit. Dans le film, on voit ça. Hein. C'est pas une image truandée, c'est ce qu'on voit dans le film. Enfin, donc c'est truandé, mais on voit un support. Enfin, il y a un machin, un peu lumineux pour faire joli, et il y a un morceau de nocténium qui est ici. Et entre les deux, là, il n'y a rien. Il y a de l'air. Ça, en physique, c'est ce qu'on appelle de la lévitation. Là, un objet que l'on peut faire tenir au-dessus d'un support, il ne tient pas par magie des dieux, hein, ça tient pour une raison. Il est au-dessus d'un support et il tient au-dessus de cette chose sans la toucher. Je dis un support, c'est un peu curieux, parce qu'un support, on a l'impression que ce serait un objet matériel que l'on va toucher. Non, il tient au-dessus de cet objet sans le toucher. Comme ça, dans l'air. On appelle ça de la lévitation. Ça existe vraiment. Et je vous conseille d'aller voir, c'est ce qu'on appelle, on peut faire ça sur Terre, je ne peux pas faire la manip ici, mais je vais vous montrer un petit qui montre ça, ce qu'on appelle la lévitation. On peut faire ça, ce qu'on appelle la lévitation supraconductrice. Il y a des objets, des matériaux qu'on appelle supraconducteurs, quand ils sont suffisamment refroidis, c'est-à-dire à quelque chose comme une centaine de Kelvin, donc à peu près moins 170 degrés, quand ils sont suffisamment refroidis, ces objets deviennent supraconducteurs. Ça veut dire que dans le matériau, le courant électrique s'écoule sans résistance. Vous savez que le passage du courant ne se fait pas tout naturellement dans les conducteurs, y compris dans les conducteurs comme les fils de cuivre, ou les métaux en général, mais mettons les fils de cuivre. Le métal, le cuivre, oppose une résistance au passage du courant. Cette résistance est fâcheuse, elle dissipe de l'énergie qui échauffe le fil en particulier. Elle est fâcheuse parce qu'on perd de l'énergie finalement à chauffer le fil plutôt qu'à donner l'électricité en bout de chaîne, à l'appareil électrique, à je ne sais quoi. Dans ces matériaux supraconducteurs, quand leur température est inférieure à peu près 100 Kelvin, la résistance électrique est nulle. Et on peut, dans certains cas, en plongeant le supraconducteur dans le champ magnétique d'un aimant, le faire léviter et obtenir exactement ça. Je vous ai mis ici l'adresse d'un site, je vous incite vivement à aller voir là-bas. L'année dernière, on a fêté le 100e anniversaire de la découverte de la supraconductivité. C'était en 1911, c'était un monsieur qui s'appelle Kamerlingh Onnes, un physicien hollandais qui a découvert ça sur un élément qu'on appelle le mercure. Il y a énormément de petits films que vous trouvez sur YouTube si vous tapez simplement supraconductivité 2011, ou non, sur le site web que je viens d'indiquer, vous allez trouver plein de films extraordinaires, notamment il y a un truc génial qui a été fait, un skateboard dans lequel on a mis sous le skateboard, on a mis un réservoir d'azote liquide et on le met au-dessus d'une piste d'aimant et on se met dessus. Eh bien, je peux vous dire, il y a intérêt d'être bon pour l'équilibre. Hein. Ça part tout seul. Ça, c'est une version un peu chic, mais pas très longue, de ce qu'on appelle maintenant les trains supraconducteurs, les maglev. Ce sont des trains au Japon. Il y en a un au Japon en service. Il y en a un aussi entre Shanghai. Et c'est Shanghai. Oui, Shanghai, et entre l'aéroport de Shanghai et le centre-ville, où il y a un train qui fait les 30 km en 7 minutes. Démarrage, accélération, ralent, freinage compris. Le train, il évite. Comme on le voit là, on lui donne une petite pastille, c'est le train entier qui lévite au-dessus d'une piste magnétique, et le train il fonctionne, il roule pas, il flotte, et il se déplace comme ça à 400 km par heure. En partant de zéro, 400 km par heure, il décroît, il est arrivé en 7 minutes. Bon, je crois que je vais arrêter là, même si je peux en parler pendant encore des heures. Il y a énormément de choses encore à dire sur ce film, sur les choses vraies, sur les choses fausses, sur les enquêtes à mener. Je vous laisse maintenant faire le travail vous-même. Maintenant, faites l'effort éventuellement de regarder le film avec un œil plus scientifique, en essayant de collecter les informations qui vous paraissent relever de la science, en essayant de les comprendre ou de les comparer à ce qu'il y a dans notre monde sur Terre. Voilà, merci de votre attention patiente.